Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la Super Coupe d'Europe qui opposait le Paris Saint-Germain à Tottenham. Un match qui, je dois le dire, et je peux plus le dire légitimement maintenant que Paris a gagné, je me foutais du résultat. Je veux dire, pour moi, depuis qu'on a gagné la C1, je marche sur les nuages, il n'y a pas de problème. Et vu la belle prestation en plus qu'on a fait, même si on a perdu en finale de Coupe du Monde des clubs, honnêtement, ce match-là pour moi était anecdotique. Le seul véritable intérêt que j'y voyais à une victoire du Paris Saint-Germain, auquel je croyais pas trop à cause de la préparation, mais on va y revenir, c'est que on aurait pu chambrer un petit peu les Marseillais, vous savez, à jamais les premiers et tout, parce que le Paris Saint-Germain aurait gagné, alors que l'OM, quand ils ont gagné la C1, ils n'ont pas pu la jouer, parce qu'il y a eu corruption avérée et qu'ils se sont retrouvés rétrogradés, donc l'UEFA avait décidé de les dégager de la compétition, donc c'est le finaliste de C1 qui avait joué à l'époque contre le gagnant de la C2, et là, on avait l'occasion en fait de réussir à faire ça, voilà, à pouvoir chambrer un petit peu plus, et aussi à célébrer une coupe, parce que même si c'est une coupe qui, pour moi, n'a pas spécialement de valeur, en tout cas, 1 milliard de fois moins qu'une C1, par exemple, et ben ça n'empêche que ça fait quand même plaisir et qu'il vaut mieux gagner que perdre, tout simplement. Et en plus, non seulement le Paris Saint-Germain a gagné, mais il a gagné avec la manière. Alors pas la manière dans le sens on a dominé le match, on a assuré, mais dans l'état d'esprit. J'ai été bluffé par l'état d'esprit des joueurs. Parce que oui, on arrive, une semaine avant le Paris Saint-Germain, je crois que ça fait 6 jours qu'ils sont revenus et qu'ils s'entraînent à nouveau. C'est peu quand même. À côté de ça, je crois que Tottenham avait 6 matchs dans les pattes, qu'ils avaient eu 2 mois de vacances, qu'ils avaient repris depuis 3 semaines. Enfin, on n'est pas du tout dans le même schéma. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, il est venu parce qu'il devait venir, pour moi, et Tottenham, ils sont venus parce qu'ils voulaient gagner. On le sent, et même dans les interviews de Luis Enrique. Luis Enrique, c'est ouf. Je veux dire, j'ai jamais vu ça de ma vie. Le mec, il arrive en interview et il dit « Ouais, je sais pas trop ce que ça va donner. » Tu sens, en fait, on dirait un mec qui entraîne des poussins pendant un match amical. C'était trop ça, parce que de toute façon, ils sont encore sur l'euphorie de ce qui s'est passé avant. Ils savent qu'ils en ont peut-être trop demandé, enfin, ils en ont demandé beaucoup aux joueurs pendant plus d'une année. Donc, ce match-là, tu peux pas arriver et dire « On va être ambitieux, on va assurer et tout. » Et ça s'est vu. Ça s'est vu déjà avec la compo, puisque on a Fabien Ruiz qui est pas là. Alors Neves, il était suspendu de façon complètement arbitraire. Hein. Tu fais un match dans en plus une compétition qui est gérée par la FIFA. Tu prends un carton et du coup l'UEFA te sanctionne. Pourquoi pas après tout. Hein. On n'est plus à ça près en termes de conneries des institutions. Et pareil, l'attaque était assez chamboulée du coup parce que je crois que t'as Doué qui est au milieu de terrain ou Barcola. Enfin ouais, je crois que t'as Barcola, Dembélé et Gvara en attaque, pas dans cette position-là. Et au milieu de terrain, au lieu d'avoir le traditionnel Neves, Ruiz, Vitinha, on a eu Vitinha, Doué, je crois, et c'était Zaïre Emery. Et ça s'est senti, pareil, voilà, je crois qu'on avait 5 joueurs en moins par rapport à l'équipe type qu'on a eue pendant toute la fin de la saison dernière. On avait 5 joueurs changés, c'est quasiment la moitié de l'équipe. Donc on a déjà ce changement, et en plus de ça, on a des joueurs qui étaient en vacances il y a une semaine et qui ont juste quelques petits entraînements qui sont, à mon avis, des entraînements juste pour se remettre dans le bain. Hein. À mon avis, c'était pas très sérieux, et ça s'est senti. Ça s'est senti parce que je crois qu'en première mi-temps, on a un tir cadré, un tir magnifique. Enfin, pas un tir, mais une construction magnifique. Je veux dire, à la 7e minute, là, la combinaison qu'ils font, elle est juste super belle. C'est tellement dommage que Gvara se foire à la fin, mais sinon, tout le reste du match, pendant plus d'une heure, ça a été une domination outrageuse de la part de Tottenham. Une domination méritée, je veux dire, ils l'ont pas sorti de nulle part. Alors oui, il y a eu la fatigue, oui, on est d'accord, mais c'est vrai qu'ils ont bien joué et qu'en plus, je pense que le coach de Tottenham avait compris qu'ils seraient dans cette configuration-là, donc ils avaient mis beaucoup de joueurs physiques. Donc forcément, tu fais rentrer des joueurs de Paris qui sont pas en forme face à des joueurs de Tottenham qui sont des machines. C'était un peu compliqué. Et puis, ce qui devait arriver arriva, parce que le Paris Saint-Germain, ils sont faibles sur leur coup de pied arrêté, et Tottenham est fort. Donc, tu mets une équipe forte face à une équipe faible sur le même jeu, ils en profitent un max, ils ont vraiment assuré. Hein. Là, le premier but qu'ils mettent, fin de première mi-temps, premier but qu'ils mettent, on a alors déjà, moi, je vais jouer la mauvaise foi. Hein. Je vais jouer la mauvaise foi. Pour moi, il y a faute sur Hakimi. Pas Hakimi, il y a faute sur Marquinhos. Parce que Marquinhos, il est là, il est prêt à bondir pour empêcher le joueur de Tottenham de faire une tête. Et là, t'as l'autre joueur qui se met devant et qui se met vraiment dans le dos pour pas lui se blesser. Je veux dire, c'est cramé qu'il l'a fait exprès et qui recule exprès pour taper Marquinhos, ce qui fait que Marquinhos ne peut pas gêner la trajectoire du ballon, enfin le joueur qui va la prendre de la tête. Arrêt réflexe, super de Chevalier. Honnêtement, là, vraiment bien joué. Par contre, ça tape la transversale, ça revient dans les pieds
pas forcément dans les pieds d'un joueur de Tottenham, mais les joueurs de Tottenham, ils ont bougé parce qu'il y a eu un énorme problème de marquage. On va encore en reparler. On va encore en reparler. C'est le classico de Marco, vous le savez. Le marquage de Paris est incroyablement mauvais. Que ce soit là, sur cette action-là, vous le verrez encore plus. Je crois que j'ai pris un screen, je vous montrerai, sur le deuxième but. Mais sur le premier but, le joueur qui fait la tête est tout seul, quasiment. Hein. Le joueur qui récupère le ballon après est tout seul. Et t'as 3 joueurs parisiens, tu ne sais pas ce qu'ils font là. Eux-mêmes se demandent, ils sont là, ils font bah, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. T'en as même un qui lève la main, genre il y a une faute, il y a une faute. Est-ce que dans l'histoire du football, il y a un arbitre un jour qui vous a dit, moi c'est ça un truc que je comprends pas, hein. Est-ce que dans l'histoire du football, il y a déjà un arbitre qui a dit, ouais, alors j'avais pas vu la faute, mais comme il y a un joueur qui avait levé la main, alors j'ai décidé de siffler faute. Ça n'arrive jamais, c'est n'importe quoi. Je comprends pas ce raisonnement-là, mais bon, voilà, donc on se mange un but logique, vu la situation, vu la faiblesse défensive, parce que, on va parler après, en deuxième mi-temps, ils ont enchaîné très vite, et je crois qu'ils mettent un but super vite, et c'est la même chose. Le mec qui met le but, il est tout seul, c'est autoroute. Personne pour le gêner. Même pas se mettre dans la trajectoire et stopper le ballon. Juste l'empêcher de pouvoir faire le geste parfait. Parce qu'il a fait le geste parfait. Il n'y a personne autour de lui. Il aurait pu tendre les bras comme ça, il était tranquille. Comment ça se fait? C'est sur un coup de pied arrêté. Vous vous positionnez, les gars, en plus. C'est pas sur une action de jeu. C'est un putain de coup de pied arrêté. Donc, normalement, les coups de pied arrêtés, c'est toi, tu marques lui, toi, tu marques lui, toi, tu marques lui. Comment ça se fait que lui, t'es pas marqué? Je comprends pas. Parce que tout le monde a gueulé sur Lucas Chevalier. Et je vais pas dire que Lucas Chevalier a fait un bon match. Mais tout le monde a gueulé sur Lucas Chevalier parce qu'il se foire là-dessus. Et il se foire là-dessus. Mais moi, pour moi, le responsable, c'est la défense. C'est le défenseur qui aurait dû marquer ce joueur-là. C'est lui, à 80%, le fautif de ce but. C'est pas Chevalier. Je suis désolé de le dire. Et je suis pas là pour défendre Chevalier, hein, encore une fois. Mais je suis désolé, mais là, ça ne va pas du tout. Franchement, là, encore une fois, c'est les mêmes erreurs. Les mêmes histoires, les mêmes erreurs qui se répètent, hein, voilà. Heureusement, en fait, il y a eu une réaction que je m'attendais pas à avoir. Honnêtement, quand il y a eu 2-0, bon bah, je me suis dit, Donnarumma, il doit être sacrément heureux de son côté. Genre, voilà ce qui se passe quand on change de gardien, même si je suis pas sûr que ça serait mieux passé avec lui. Et du coup, bon, le match continue, on fait rentrer Ruiz, enfin, Luis Enrique fait rentrer Ruiz, et là, j'ai senti une différence assez palpable. Bon, déjà, je crois qu'il a sorti Gvara à ce moment-là. C'était quand même une putain de bonne idée, parce que Gvara, ça a été le pire joueur sur le terrain, je pense. C'était ouf de voir à quel point lui, il était... Bon, on sent qu'il était pas en forme, hein, voilà. On va encore fois pas tirer des conclusions du niveau des joueurs, etc. Hein, sur un match comme ça, je veux dire, une reprise d'une semaine. Pour moi, pour l'équipe de Paris, c'était pas une finale de Super Coupe d'Europe, c'était un match amical de retour après les vacances. Pour moi, c'était ça. Mais quand tu as Fabian Ruiz, pardon, j'ai du mal avec les mots, notre Fabian Ruiz qui rentre, il y a eu énormément de changements, je trouve, au niveau de la façon de gérer les actions, en fait. Il y a eu un avant et un après arrivée de Ruiz, et il y en a eu un avant et un après pour l'arrivée des jours d'après. Bon, j'en parlerai après. Hein. Oui, j'ai dit beaucoup de fois après, je suis d'accord. Oui, effectivement, je m'en rends compte. Mais Fabian Ruiz, je suis pas bien là. Je suis pas bien du tout. Fabian Ruiz, du coup, il a apporté énormément de... En fait, sa vision du jeu, elle était assez intéressante parce que il s'est placé dans les petits espaces, il a fait les bonnes passes, vraiment, il a apporté énormément. Ce que faisait depuis le début du match Dembélé, parce que même si les gens vont gueuler en disant « Oh, Dembélé a pas été très fort », il finit homme du match. Je trouve que c'est mérité. Et en plus de ça, bah, Dembélé, il a posé des caviars. À Barcola, à un moment donné, il fait une passe en 2 touches, là. L'ouverture qu'il fait, pour la passe en profondeur qu'il fait pour Barcola, c'était tellement bien. Le passage où il fait le petit pont, là, non mais... Il a été là, mais il a été là en retrait. Parce qu'il sentait que le milieu de terrain allait pas. Donc au lieu de se positionner, je crois qu'il était en 10, il a beaucoup reculé. Il a beaucoup reculé pour permettre d'aider à la construction des attaques. Et en fait, quand Fabian Ruiz arrive, et ben Dembélé, il peut changer de registre. Parce que Fabian Ruiz fait ce travail-là. Ce qui fait que Dembélé peut plus se focus sur l'attaque. Et ça s'est mieux passé à partir de là, déjà. Et le vrai truc qui a tout changé pour moi dans ce match, c'est la rentrée de Kang In Lee, de Ramos, et même de Mbaye, qui a apporté énormément de fraîcheur, hein, vraiment. Mais honnêtement, quand tu vois à 2-0, il fait rentrer Lee. Ma première réaction, c'est « Ah ouais, il veut pas gagner le match, quoi, c'est fini. » Il a abandonné, quoi. Alors que finalement, désolé Lee, hein, désolé d'avoir dit ça de toi, parce que t'as assuré. Putain, le match de Lee, il a pas joué longtemps, hein, il est rentré les 20 dernières minutes, mais ce qu'il a apporté, c'était fou. Tu le sentais, il avait la niaque sur toutes les actions au milieu de terrain, il se battait pour récupérer les ballons. Et puis le but qu'il met dans le petit filet, là, voilà. Ça a tout, en fait, ça a tout déclenché parce que
Avec l'arrivée de Ruiz, déjà, ça a changé la dynamique. Dembélé avait plus le même rôle sur le terrain. Et ensuite, quand ils ont fait rentrer Ramos et Lee, ils ont changé complètement l'attaque. Autant ça a changé beaucoup l'espace au milieu de terrain, l'arrivée de Ruiz, mais en attaque, vraiment, le double changement a fait tellement de bien. Parce que du coup, on a Dembélé qui s'est retrouvé à droite avec Hakimi, ce qui n'est pas pareil qu'à droite avec Vara. Hein, voilà, enfin, Hakimi Vara, c'est pas Hakimi Dembélé. On a eu à gauche, du coup, Doué qui était pas... Doué, il était sorti avant, je crois. C'est Barcola qui est sorti à ce moment-là, je crois. Je sais plus, un des deux. Mais du coup, qui était pas mauvais, hein. Barcola, il a apporté beaucoup. Mais Lee, vraiment, a apporté énormément de fraîcheur. Et il a mis ce but avec une défense de Tottenham qui était complètement regroupée. Ils étaient déjà regroupés à 0-0, mais là, à 2-0, ils étaient tranquilles. Et t'as senti, en fait, que les 20 dernières minutes de jeu, Tottenham s'est dit, on gagne 2-0, on va gérer notre avance. Mauvaise idée. Très, très mauvaise idée. Parce qu'à partir de là, c'était terminé. Paris a complètement à jouer les rouleaux compresseurs. Ils mettent un but, ils continuent, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Et pendant les prolongations, je crois qu'à la 92e minute ou 93e, bim, t'as un deuxième but de Ramos, première balle qui touche. Le mec, ça fait un quart d'heure qu'il est là et qu'il fait rien. Première balle qui touche, il est placé. C'est ce qu'on demande à un buteur comme ça. Hein, un renard des surfaces, il se met dans la surface et il attend que les ballons arrivent au bon moment. Il les tape comme il faut et il les met là où il faut. Et c'est ce qui s'est passé. Ramos a assuré sur ce coup-là. Et du coup, on est à 2-2. La physionomie du match change complètement. Et on se retrouve, même si on aurait préféré en mettre un troisième, ça aurait été cool, mais on se retrouve à faire la séance de tir au but, qui s'est très bien finie pour Paris. Alors, petite note de karma, je suis le premier à gueuler sur les attaquants, enfin même pas les attaquants, mais les tireurs de penalty qui font des feintes. Genre, tu cours, et au moment de frapper dans la balle, tu fais une petite feinte et tu t'arrêtes un peu et tu tires après. Et ben les deux joueurs qui ont fait ça, il y a eu Vitinha du côté de Paris et il y a eu le troisième tireur ou le deuxième tireur de Tottenham. Karma, les gars, vous avez tous les deux foiré votre tir. La prochaine fois, au lieu de faire les cons et de vouloir faire ça, ce qui devrait être illégal au foot, je continue de le dire, normalement ça devrait être interdit, la prochaine fois, vous ferez un vrai tir, vous viserez mieux et vous marquerez. Voilà, les gars, le karma a payé. Et en plus de ça, bah, derrière, il y a eu l'erreur comme ça de Tottenham. Ramos qui met un but et qui chambre un petit peu. Et puis derrière, bah, l'enchaînement, poum, 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 poum. Bon, les gens ont mis Chevalier. J'ai vu des gens dire que Lucas Chevalier avait rattrapé sa boulette. Oui. Après, le but qu'il arrête, il n'était pas non plus très difficile à choper. Il l'a eu, c'est ce qui compte. Hein. Il aurait pu plonger du mauvais côté. Donc, au final, Chevalier peut être satisfait de son match. Même s'il a fait cette boulette, moi je te dis, j'incrimine plus la défense sur ce coup-là que lui, mais Chevalier peut être satisfait de son match, et moi ce que j'aimerais dire, et je le rappelle encore une fois, c'est l'état d'esprit de ce Paris Saint-Germain. Parce qu'on remonte en arrière, 5 ans en arrière, 5-6 ans en arrière, ok? Finale de Ligue des Champions contre le Bayern. Le Bayern met un but, Paris sombre, complètement, ils n'existent plus, c'est fini. Là, cette année, je pourrais même pas compter le nombre de matchs où c'est arrivé qu'on se fasse dominer, où on est en train de perdre 1-0, voire 2-0, et où on a la niaque, on ne s'arrête pas, on continue à pousser, 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 et ça paye. Et c'est ce qui s'est passé ici. Quand tu vois le 2-0 qui arrive, tu te dis, le match, il est plié. Ça fait 45 minutes, 50 minutes qu'on se fait archi-dominer par Tottenham. Par quel miracle on pourrait en planter, non pas un, mais deux. Personne n'y croyait. Personne n'aurait cru en nous. J'aimerais bien savoir, les bookmakers, combien de pourcentage de chance ils mettaient que Paris revienne au score et gagne. Ça me paraît complètement improbable, et moi-même, j'y croyais pas. Bon, je croyais pas au début du match déjà, mais j'y croyais encore moins à ce moment-là. Et j'ai des potes d'ailleurs qui m'ont dit, bon, 2-0, j'arrête de regarder, c'est bon, on est en train de se faire une Chelsea à nouveau. Il y avait tous les commentaires sur Twitter des mecs qui parlent un peu trop vite, vous le savez, qui ont mis session vanne ouverte du Paris Saint-Germain à la 88e, et qui se sont retrouvés le bec dans l'eau comme des cons. Hein. Souvent des supporters du Barça, bizarrement. Hein. J'ai l'impression que le Barça, ils ne vivent que pour le Paris Saint-Germain. C'est leur club, il n'existe plus. Maintenant, leur passion, c'est de cracher sur Paris. Genre, le meilleur moyen de s'élever à un niveau qu'ils arriveront plus jamais à atteindre peut-être, c'est de cracher sur ceux qui y sont. Hein. C'est un peu ce que fait l'OM avec le Paris Saint-Germain, les supporters de l'OM, il y en a beaucoup qui font ça. Hein. Et là, bah, le Barça s'y est mis. Vous êtes au niveau de l'OM, les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous, parce que c'est quand même catastrophique ce que je dis là. Voilà. Mais au final, on arrive à remonter le score. Et j'ai bien aimé aussi, c'est la façon dont le vestiaire a géré le cas Lucas Chevalier. Le cas Lucas, c'est joli. Parce que on sait qu'il arrive dans un contexte un peu particulier, parce que les gens, ils appréciaient Donnarumma. Je pense qu'il n'y a aucun joueur qui était sur le terrain qui peut te dire bon débarras pour Donnarumma. Personne. Il l'appréciait, c'était un des leaders du vestiaire. Donc qu'il parte, ça a fait mal. Chevalier y est pour rien. Chevalier, enfin si, s'il avait pas pu le recruter, je pense qu'il aurait gardé Donnarumma, mais je veux dire, lui, il arrive, on lui demande de le recruter, il dit ok, d'accord, et puis voilà, c'est fini. Donc il n'est pas responsable de la situation qu'il y a entre Luis Enrique, Donnarumma et compagnie. Et pendant tout le match, j'ai senti les joueurs impliqués et investis
pour mettre en confiance Lucas Chevalier. En permanence. Et quand les tirs au but commencent, t'as 2-3 joueurs qui viennent le voir pour le rassurer, tout ça. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est vraiment, je trouve que l'état d'esprit du Paris Saint-Germain, au-delà du mental qui leur a permis de rattraper le score et de se battre comme ils l'ont fait, vraiment les Warriors, c'est cet ce collectif qui est encore plus présent ici. Vous savez, il y a quelques années, on parlait de stars qui faisaient l'équipe, etc. Aujourd'hui, l'équipe, c'est la star, comme disait, je crois que c'est Nasser qui disait ça, la star, c'est l'équipe. Et il a raison, ça se voit ici, l'équipe, elle est soudée. Donnarumma part, dommage, on aimait bien Donna, mais Chevalier arrive, vous savez, le roi est mort, vive le roi, c'est ça. Le gardien est parti, vive le nouveau gardien. C'est ça le truc. On apprécie ce qu'a fait Donnarumma, mais on va donner sa chance à Chevalier, lui mettre en confiance et tout ça. Et je suis sûr que ça a joué. Je suis sûr que ça a joué dans le fait qu'il a réussi à gagner cette séance de tir au but. Voilà, c'est important ce genre de choses. Et vraiment, je suis hyper content parce que c'était un match auquel j'attendais rien du tout, comme je l'ai dit. Je ne pensais pas qu'on pourrait gagner ce match-là, honnêtement. Vu comment on partait, vu comment Luis Enrique partait quasiment défaitiste. Même à la fin du match, il dit qu'il ne méritait pas de gagner. Je veux dire, c'est une dinguerie de dire ça. C'est une dinguerie, c'est quand même... c'est pas terrible, même si le contexte fait que je comprends pourquoi il dit ça. Et derrière, voir que, alors que c'était un match en bois pour moi qui était quasiment comme un match amical, que je voulais quand même gagner, mais où je m'en foutais un petit peu, j'arrive à être transporté par le résultat final, transporté par ce que les joueurs ont fait, transporté par cet état d'esprit, par ce collectif, par cette envie d'aller tous vers l'avant et de marquer. Putain, mais c'était trop bon. Franchement, que dire? Que dire à part bravo Paris? Maintenant, on était déjà attendu, clairement, mais on est attendu de toute l'Europe. Toute l'Europe a peur de Paris, et du coup, ça va être compliqué, parce qu'il va falloir être à niveau de cette vision qu'ils ont. Parce que maintenant, un peu à l'image de ce qui se passe en Ligue 1, où toutes les équipes jouent le match de leur vie face à Paris, maintenant, les équipes en C1, elles vont faire pareil. Les équipes en C1, elles vont jouer le match de leur vie face à Paris. Clairement. Bon, on va parler juste 2 secondes des individualités, 1, 2, 3. Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, bon, Hakimi n'a pas été spécialement bon. Je pense que c'est de le mettre avec Vara qui n'était pas en forme, qui fait que Hakimi n'a pas pu trop pousser. Zaïre Emery n'a pas été bon non plus. Là, il y a eu une action, même s'il y avait hors-jeu, où il s'est complètement emmêlé les pinceaux, soyons clairs. Mais encore une fois, quand Hakimi monte, Zaïre Emery descend pour prendre sa place, donc il se sacrifie beaucoup, même si là, je trouve que ça a été moins le cas, vu qu'on a eu quand même sacrément moins d'actions que d'habitude. Et j'ai trouvé que Nuno Mendes, voilà, Nuno Mendes m'a pas spécialement convaincu. Je vous dis, le milieu de terrain qu'on a eu était aux fraises, hein, clairement, jusqu'à l'arrivée de Ruiz. Et puis bon, du coup, si t'as un milieu de terrain aux fraises, l'attaque, elle galère un petit peu. Donc voilà. Rien à dire de plus, à part que bravo Paris d'avoir gagné, hein, félicitations, vous avez vraiment réussi à surprendre votre monde, parce que honnêtement, j'aurais pas misé 1 euro sur vous. Donc ça fait vraiment plaisir de voir que même en étant fatigué, même en étant affaibli, même en étant sans force physique, sans entraînement, etc., vous arrivez à battre le champion d'Europe de C3. Même si c'est que le 17ème, les gens ils disent ça. Allez la gagner la C3, hein, parce que tous ceux qui disent ça, ils ont jamais gagné la C3. Les Barcelonais, hein, vous avez fait pas mal de C3. Quand est-ce que vous l'avez gagné? Aucune fois, on est d'accord? Donc voilà. Donc je trouve quand même que c'était une belle équipe de Tottenham qu'on a affrontée. Peut-être pas que c'était leur meilleur match, mais bon, c'était pas non plus notre meilleur match. Mais en tout cas, bravo à Paris. Bravo à Paris. Un nouveau titre, à jamais les premiers, hein, n'en déplaise à certains. À jamais les premiers, c'est tout ce qu'il y a à dire. Voilà, donc merci à tous. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce match, que vous avez sans doute pas vu les mêmes choses que moi, et je suis pas infaillible non plus. Donc j'attends votre avis là-dessus dans la zone commentaire. Puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!